Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 9 mai 2023 et on attaque tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce mug du 9 mai. Apparemment c'est la rentrée, apparemment il y a des retours de vacances. J'avoue que j'ai pas suivi les périodes de vacances. Nous on a comment dire, je pense que le fait de pas avoir d'enfants fait qu'on est moins dans les vacances scolaires, mais c'est ça, hein, c'est le retour des vacances scolaires, c'est ça? Confirmez-moi ça dans le chat, il y en a qui apparemment ont dit que c'était le retour. Salut Mackay! Merci pour ton sub, salut Totoche, salut Camille, comment tu vas? Merci pour ton sub également. Merci énormément, salut la modération, hein, bien sûr. Salut Techni, salut Gravis, Camembert, Miliani, bonjour à toi, Kylian, Hugo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, zut, j'ai raté la rentrée, ouais, zone C, oui d'accord, c'est ça, c'est la zone C. C'est bien compliqué avec toutes ces zones, hein, moi je trouve. Hein. Moi je l'ai dit, moi je le dis tout. Bref. Mesdames et messieurs, ce mug va être un petit peu plus court que d'habitude, dans le sens où on a une journée assez chargée aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ça va beaucoup s'accélérer en début d'après-midi. Donc on va essayer d'être un petit peu, rapide, mais néanmoins en discuter et prendre le temps sur l'actualité. En plus, heureusement, ça va. On n'a pas une actualité très chargée en ce moment. Il y a quelques news importantes, mais on est plutôt dans une période assez calme. Ça tombe plutôt bien. Il aurait fallu faire une WWDC maintenant et faire le bilan là. Aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Heureusement, ça va. On a des articles plutôt tranquilles. Donc, speedrun mug any percent. Exactement. Non, on va pas speedrun. Mais en gros, à 9h, 9h15, je vous laisse. Voilà, à peu près. J'avais oublié que c'était férié. Et oui, Yves Castel, ouais, exact. On fait pas les mugs les jours fériés. Voilà. Salut Joss, salut Mademoiselle Sum. Je sais pas comment on prononce ton pseudo. Bienvenue à toi. Kim fait Sailor, salut à toi. Et je vous propose qu'on va alors pas lancer le kawa tout de suite. D'abord un petit récap de l'actualité rapide, petit sommaire. Hop, petit sommaire rapide. Nous allons parler ce matin dans le mug de l'iPhone 15 Pro Max. Et Jérôme, je t'ai vu dans le chat. Tu vas être triste. Mais oui, apparemment, donc, et c'est le titre de ce mug, les rumeurs se confirment. L'iPhone 15 Pro Max, c'est quelque chose qu'on avait, on avait déjà des suppositions de ce qu'on avait lu sur Internet, mais une nouvelle rumeur semble vraiment confirmer, une rumeur à peu près assez sérieuse, semble confirmer que l'iPhone 15 Pro Max sera le seul de la gamme iPhone 15 à avoir le zoom optique x6, le périscope. Donc ça veut dire que l'iPhone 15 Pro normal aura le x3, peut-être amélioré, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on retombe dans ce qui s'était passé pour, si je dis pas de bêtises, c'était l'iPhone 12 Pro Max qui avait un capteur x3, tandis que le 12 Pro avait un capteur x2. Dites-moi si je me gourre, mais je crois que c'était ça de mémoire. Voilà. Ouais, non, mais ouais. Non. Après, bon, ça peut s'expliquer. On en reparle tout à l'heure. Restons dans le sommet rapide. On va parler de LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau social, contrairement à la plupart des autres, qui se porte plutôt bien. Et c'est vrai que j'avais vu une analyse, je ne sais plus de qui, je ne sais plus, sur YouTube, j'avais vu une analyse, mais qui expliquait que LinkedIn, c'était pas forcément très étonnant que LinkedIn fonctionne, dans le sens où LinkedIn est vraiment un réseau social un peu à part des autres. C'est un réseau social professionnel et c'est vrai que c'est pas... Voilà, on n'a pas la même façon d'utiliser LinkedIn qu'un Twitter ou un Snapchat ou ces réseaux-là. Et en fait, d'une certaine façon, on en reparlera tout à l'heure, mais LinkedIn est peut-être plus indispensable pour monsieur et madame tout le monde et des personnes qui commencent à arriver à la vingtaine, qui ont besoin de se faire embaucher. C'est un réseau social qui est, je trouve, plus indispensable que d'autres. Donc on en discutera tout à l'heure. Une nouvelle importante, on n'en a pas parlé, la news était tombée le 6 mai, mais en même temps... Si, vendredi, il y a eu le mug. Mais j'en ai pas... Ah bah oui, elle est tombée à 11h55, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Une news assez importante.
Nous, en plus, ça nous concerne. On a déjà bossé avec Oppo sur des opérations commerciales. Oppo qui, bah, en tout cas, pourrait quitter la France. Et il y a c'est même plus que des rumeurs, là. Hein. Là, il y a des faits qui tendent à montrer qu'effectivement, pour Oppo, en tout cas en France, ça va mal. Et que Oppo pourrait ne plus être présent d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on en discutera ensemble. On parlera d'Elon Musk. Elon Musk qui fait une nouvelle annonce. Pour le coup, enfin, une annonce pas complètement délirante, qui a du sens. Elon Musk qui annonce la suppression des comptes inactifs depuis plusieurs années. Pourquoi pas, ça me paraît pas complètement bête. Voilà. Et on terminera ce mug, si on a le temps, avec un article un petit peu plus, vénère, mais néanmoins très important. C'est des sujets dont on parle sur le mug parce que c'est hyper important. Riot Games qui verse, donc Riot Games c'est League of Legends, hein, pour ceux qui ne savent pas, Riot Games qui verse des compensations à ses employés victimes de sexisme. C'était une affaire qui date de 2018, il me semble d'ailleurs qu'on en avait parlé dans le mug à l'époque. Est-ce que ça s'appelait le mug à l'époque? Ça s'appelait pas le mug, ça devait être encore Techscope, non? Je sais pas. 2018, Jérôme, c'était encore Techscope ou pas? Je sais pas. Je pense que oui. Et donc en 2018, effectivement, ça a été un peu le grand gloubi-boulga des affaires de harcèlement, de sexisme dans plein de studios de développement de jeux vidéo. Il y a eu énormément de studios qui, enfin, la lumière a été faite, notamment Ubisoft aussi, hein, Ubisoft, Blizzard, Riot Games, la lumière a été faite sur des cas de harcèlement sexiste absolument crade et dégueulasse. Et donc, effectivement, des femmes ont porté plainte, 1500 femmes ont porté plainte, et elles ont bien eu raison, et on en discutera tout à l'heure, mais effectivement, voilà, elles ont eu une compensation financière. Voilà, pour elles et pour le préjudice qu'elles ont subi. On en discutera tout à l'heure. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Flonflon, je t'ai vu. Des bisous bien sûr. Salut Farketchup, Shbayou, Karok, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. On va attaquer tout de suite l'actualité tech. Et également, c'est ce que j'ai dit en introduction, on a une grosse journée de boulot aujourd'hui, donc le mug se terminera vers 9h, 9h15, mais on vous enverra chez d'autres streamers à la fin du mug, peut-être Flonflon, peut-être d'autres, on varie un petit peu les plaisirs. Alors, la rumeur iPhone 15 Pro Max qui fait un petit peu grincer des dents, même si voilà, vous connaissez notre avis sur Notech, vous n'avez probablement pas besoin du dernier iPhone, mais il n'empêche que nous, c'est notre métier de tester les nouveaux téléphones, et effectivement, en tout cas, pendant la période de test, eh bien, c'est un peu relou d'avoir une planche à saucisson, comme on aime bien l'appeler, parce que les versions max des iPhones sont vraiment gigantesques. Bref, tout ça pour dire que l'iPhone 15 Pro Max, on sera obligé de l'utiliser et de le tester parce que ça sera le seul iPhone à avoir le zoom optique x6, le périscope. Donc c'est un article de MacRumors que je vais vous traduire en anglais un petit peu à la volée. Veuillez excuser ma traduction qui peut être un petit peu hasardeuse à certains moments. Donc, comme la plupart des rumeurs le mentionnaient, l'iPhone 15 Pro Max sera le seul à avoir la fonctionnalité, à avoir le téléphoto, l'objectif téléphoto le plus important avec la technologie périscope. C'est le compte YouRedditor qui a publié ça. Le leaker a dit qu'ils avaient confirmé l'information. Effectivement, c'est une information dont on vous avait parlé sur la chaîne YouTube. Le mois dernier, Ming-Chi Kuo, on en parle énormément, c'est un peu l'analyste, le leaker qui parle énormément des produits Apple, avait dit qu'effectivement, l'objectif périscope aurait un zoom x5, x6, voilà, avec l'iPhone 15 Pro Max, alors que on a du x3 sur l'iPhone 14 Pro Max aujourd'hui. Voilà. Effectivement, ils expliquent rapidement que le périscope, c'est quand l'objectif est en angle droit pour permettre d'avoir plus de longueur dans le téléphone. C'est déjà utilisé effectivement chez Samsung, chez Google, chez Huawei, Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, qui ont aussi entre 5 et 10 en zoom optique.
C'est le Samsung hein, qui a un zoom optique x10. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, bah, ce qu'il faut retenir, hein, la news est assez rapide, hein, c'est juste une confirmation de rumeur, c'est qu'effectivement, eh bien, l'iPhone 15 Pro classique n'aura pas ce périscope x6. Voilà. Et effectivement, alors je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui allaient mettre à jour leur iPhone avec l'iPhone 15. C'est vrai que ça va être l'iPhone avec l'USB-C, très certainement. Donc, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça compte. Mais nous aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, donc c'est un peu embêtant cet effet de gamme parce que ça veut dire que si vous voulez les meilleures paires photos, vous allez devoir passer à la caisse et encore plus violemment, dans le sens où en plus les prix des iPhones vont certainement augmenter, hein, l'inflation passe par là et est en cours et donc c'est pas impossible qu'on ait encore une augmentation de prix par rapport à l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, voilà. D'après les fichiers CAB, le châssis sera légèrement plus petit et plus léger. Ah bon ? Ok, moi je crois que la taille du téléphone, non, en tout cas dans les rumeurs qu'on avait, était à peu près identique. Alors peut-être plus léger, ça c'est cool. Merci Secreatix pour le sub, merci Fezavo et Mackay, je crois que je t'ai déjà remercié, Camille aussi. Merci à toutes et tous. Du coup, j'imagine que le nouveau iPhone USB-C ne sera pas vendu avec le chargeur. Bah non, ça c'est. Mais plus aucun iPhone haut de gamme est vendu avec un chargeur aujourd'hui. Ce qui est presque paradoxal. Bref. Oui, c'est dommage qu'on perde en fonctionnalité si on veut un téléphone un peu plus petit. Si le 11 ne prend plus les mises à jour, pourquoi pas changer cette année? Le 11, je pense, sera encore mis à jour pendant un petit moment. Hein. Au moins 1 ou 2 ans, Patitus. L'augmentation de l'iPhone 14 est expliquée par rapport à l'euro et le dollar, la conversion. L'euro s'est tout de même rattrapé. Ouais, mais t'inquiète pas, ça sera plus cher. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Si, inquiète-toi. Oui, je compte dessus pour mettre à jour, je viens du XS. C'est une bonne évolution, je trouve. XS jusqu'à l'iPhone 15, honnêtement, t'as fait 4 générations, ça doit être ça. Donc, franchement, ça va, c'est honnête. Après, voilà, encore une fois, à voir si ton iPhone XS, tu peux le faire durer encore plus longtemps. Si t'en as envie aussi, hein, on n'est pas là pour faire des jugements de valeur. Hein. Mais l'iPhone XS, c'est un téléphone, je trouve, qui a encore de la gueule hein, en 2023. Je trouve ils ont depuis l'iPhone X, Apple a quand même bien géré. Après, aux États-Unis, les téléphones sont affichés hors taxe dans les keynotes. Oui, mais après, en général, quand on fait les débriefs keynote, on fait la conversion assez rapidement. Alors, en général, vous êtes assez présent, la communauté, c'est cool, merci, de nous donner les prix assez vite en euros pour qu'on puisse en parler. Donc ça, c'est cool. J'attends tellement l'USB-C. Ouais, ça va être un vrai plaisir d'avoir de l'USB-C. Le Lightning n'a vraiment plus de sens en 2023, vraiment. Comme le dit FRJS, effectivement, le câble est toujours vendu avec le téléphone, exact. Comme que ça. Bonjour, quel plaisir de te retrouver dans mon lit. T'as bien de la chance, hein. J'y serais bien resté un petit peu plus. Je suis encore à l'iPhone 11 qui fonctionne très bien. Non, mais l'iPhone 11, très bien. En ce qui me concerne, aucun intérêt pour la gamme Pro. Par contre, un 15 Plus, faut voir. En réalité, oui, la gamme Pro n'a pas... Moi, je suis très curieux de voir, et après on va enchaîner sur l'article suivant, je suis très curieux de voir si l'iPhone 15 de base et le 15 Plus auront le capteur 48 mégapixels. Parce que si l'iPhone 15 de base a le 48 mégapixels, ça signifie qu'on va pouvoir cropper x2 dans l'image, parce qu'il y a une plus grande définition, donc on va pouvoir zoomer, le terme n'est pas bon, mais zoomer dans l'image, sans dégrader trop la qualité. Et en fait, d'une certaine façon, ça compense vachement le fait d'avoir un téléobjectif. Et typiquement, nous, si on n'était pas dans le boulot de Nowtech et de tester les téléphones, et si ça devait être un téléphone personnel, si j'ai un capteur, ça fait beaucoup de si, mais si j'ai un capteur 48 mégapixels, franchement, j'ai presque pas besoin du téléobjectif. Parce que quand j'avais testé le Pixel 6 Pro, en fait, je trouve que globalement, un téléobjectif x5 et plus... Après, c'est moi, hein, mais j'ai trouvé que globalement, peut-être à part pour un petit peu de photos touristiques, peut-être un peu de portrait aussi, mais globalement, c'était vraiment pas une longueur focale que j'utilisais à ce point-là, quoi. Autant, tout ce qui va être x2, x3, j'utilise. Clairement, le x2, x3, beaucoup. Mais au-delà du x3, à part pour crâner et faire la démo technique de regarde la photo que je viens de faire, moi, c'est pas un usage que j'ai beaucoup. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas encore une fois un jugement. Je suis certain que parmi vous, il y en a qui sont très contents d'avoir des téléobjectifs un peu forts. Un zoom optique, c'est mieux. Oui, mais encore une fois, est-ce que t'en as besoin? Tu vois?
Le style de photo que j'aime bien, c'est en général un peu de portrait, de la photo de rue. Et on va dire que du x5. Après, oui, ça fait des jolis portraits, le x5, mais en fait, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Je trouve que c'est pas très pratique parce qu'il faut se reculer beaucoup quand tu fais une photo en x5. C'est pas très... dans une situation où tu as ton smartphone, c'est pas très pratique, quoi. Apple a une approche extrêmement conservatrice. Il la surcompense. Ah oui, il y a une conservatrice de l'inflation. Ah oui, mais en vrai, stratégiquement, Jérôme, on sera d'accord pour dire qu'ils n'ont pas tort. Hein. Ils n'ont pas tort. Allez, on va avancer. On va passer au prochain article. On va parler de LinkedIn. Le chat, un avis sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que LinkedIn, j'y suis un petit peu de temps en temps. Voire un petit peu, je scrute et je regarde ce qui s'y passe. Et je trouve qu'il y a vraiment une façon de parler sur LinkedIn qui est très particulière et qui des fois est très... comment dire un peu bizarre. Très, très, très... Il y a vraiment une façon de parler LinkedIn très petit constat dans ma vie professionnelle, les problématiques et comment je m'en suis sorti. Il y a toujours ce truc-là de... ce matin, j'étais à la machine à café et là, je vois ma collègue et je commence à discuter. Elle me parle de son problème en informatique et là, je lui ai dit mais est-ce que tu connais ChatGPT? Enfin, vraiment, il y a vraiment cette formulation un peu... Moi, je trouve un peu uncanny valley. Voilà le terme que je mettrais sur ce truc. Vous savez, comme quand il y a un peu un robot qui essaye d'être un humain et qui n'est pas. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là. Alors, pas tous les posts LinkedIn, bien sûr, mais il y a vraiment ce côté-là qui, des fois, me fait un peu bizarre. Mais après, je sais que pour beaucoup de professionnels, c'est un réseau qui fonctionne bien. Hein. En fait, pour le coup, j'y suis aussi parce que bientôt, je fais une petite intervention dans un festival numérique à Rouen. Et je regardais un peu les posts et tout autour de ça. Et voilà, c'est vrai que j'ai pris le temps un petit peu de regarder ce qui se disait, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment une façon, même dans les commentaires et tout. Enfin bref. Voilà. Il n'arrive pas à dire un peu de droite. Je trouve pas que c'est forcément ça. Bref. LinkedIn, plus d'utilisateurs et d'engagement. Alors, le numéro 1 des réseaux sociaux professionnels se porte plutôt bien. Après avoir atteint les 900 millions de membres en janvier 2023, il en compte déjà aujourd'hui 30 millions de plus. Un succès planétaire avec d'importantes progressions ces 3 derniers mois, notamment en Inde avec 4 millions de nouveaux utilisateurs, aux États-Unis avec 3 millions supplémentaires et au Brésil avec 2 millions de plus. Évidemment, il faut faire la part des choses entre le nombre de membres et les utilisateurs réellement actifs, mais cela reste toutefois un bon indicateur. D'ailleurs, cette bonne forme se traduit également du côté de l'activité en ligne, avec d'après Microsoft des niveaux records d'engagement et une progression de 15% du nombre de sessions connectées à LinkedIn au premier trimestre. En se rapprochant progressivement du milliard d'usagers, les chiffres de LinkedIn impressionnent. Mais en gardant secret le niveau réel d'engagement et en communiquant avoir battu un nouveau record dans chaque rapport depuis 2018, très certainement, il sera intéressant d'en savoir un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, les centaines de millions d'internautes présents sur LinkedIn devraient profiter sous peu de nouveaux outils à la sauce intelligence artificielle. Le partenariat entre la maison mère de Microsoft et OpenAI devrait permettre d'intégrer de nouvelles fonctions automatisées pour améliorer les profils et plus largement l'expérience utilisateur. Sur le papier, le menu est alléchant et cela devrait faire progresser un peu plus encore l'engagement des internautes. Une drôle de façon de conclure, mais pourquoi pas. Voilà, alors je vais vous relire, j'ai pas eu le temps. Le travail, est-ce la vraie vie? On peut se poser la question. Si tu passes un peu le bullshit, il y a des posts sympas qui te font connaître de nouveaux tips en bureautique. Ouais, tout à fait. Sur ChatGPT, il y a des trucs intéressants aussi. Je m'en sers pour entrer en contact avec des entreprises. Ouais. Les partages sur les managers toxiques pour faire passer un message, c'est pépite. C'est un réseau pro, les gens essayent de bien parler pour décrocher un emploi. Je trouve ça plutôt normal. Ouais, mais il y a un côté un peu factice des fois dans les échanges. Un peu toxique comme ambiance aussi, comme si tout le monde avait une vie professionnelle parfaite. Ouais, et puis en plus, Caro, je trouve que y a ça, et quand les gens ont des difficultés dans les entreprises, ils le tournent vraiment comme mais j'ai été un champion d'avoir réussi à contourner le problème. Il y a vraiment un truc très... un peu
centré sur soi-même. Mais finalement, est-ce que nous aussi, on fait pas des émissions où on parle devant une caméra? Bref. Je disais encore à Rafi ce week-end que ChatGPT avait plus de personnalité que certains posts sur LinkedIn. Ouais, en vrai, si tu promptes correctement ChatGPT, il a plus de personnalité. ChatGPT, d'ailleurs, il m'a encore une fois bluffé. J'ai préparé des cours récemment, là. Et il m'a bluffé parce que un exercice que je vais donner aux étudiants, c'est d'écrire un mail d'une agence de com qui veut bosser avec un influenceur. Et ça va être un exercice que je vais leur donner. Je vais leur dire à mes étudiants, bah, mets-toi dans la peau d'une agence qui trouve un produit où tu veux faire un placement de produit et écris le mail pour entrer en contact avec les influenceurs. Et je vais leur dire, utilisez ChatGPT pour vous aider. Et j'ai un peu fait le test en promptant correctement ChatGPT et c'est impressionnant. Le mail est nickel. Très professionnel, très pro, enfin très correct, très bien et tout. Enfin, encore une fois, hein, quand tu promptes bien ChatGPT, il se démerde très 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 bien. Salut Baron Maroutan, je trouve que c'est un gaspillage de temps pour certains managers qui redorent leur image au lieu de travailler. Bon, il y a de ça, et après il y a de tout. Hein. Les boutons... Je suis un peu obligé de l'utiliser pour le taf, mais je le trouve insupportable. Je vois ce réseau comme une grande salle de gens qui se roulent des pelles entre eux. Oui, pourquoi pas. Merci Kim Face Sailor pour ton sub, excuse-moi, je l'avais pas vu. Merci beaucoup. Très corporate. Indispensable pour se faire chasser, mais le contenu devient n'importe quoi. Autoglorifiant. Ok. Très gros manque d'humilité. En plus, des actes banaux sont dépeints. On dit banaux ou banal? J'arrive jamais à savoir. Des actes banaux sont dépeints comme des actions méga altruistes. Ouais, il y a vraiment une... Après, il y a du bon aussi. Hein. Je trouve qu'il y a aussi du bon. Hein. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, encore une fois, si LinkedIn marche aussi bien, c'est que c'est pas anodin. Alors, je pense qu'il y a un peu un mécanisme d'addiction comme plein de réseaux sociaux, ça clairement. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi que ça apporte à beaucoup de gens au niveau du professionnel. Hardisk adore. Ça m'étonne pas. En fait, Hardisk, aujourd'hui, il a une... Enfin, on va pas épiloguer beaucoup sur Hardisk, mais il a changé de positionnement. Il est plus du tout sur Twitter et en fait, il s'est un peu rabattu sur LinkedIn. Et en fait, d'un point de vue business, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Il y a d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs et de créateurs de contenu, et créatrices bien sûr, qui auraient presque plus intérêt à communiquer sur LinkedIn que sur Twitter, hein, définitivement. D'un point de vue business et d'un point de vue créer des relations, développer un peu un réseau différent et surtout pas sombrer dans les tréfonds de Twitter. Ils auraient beaucoup plus intérêt à partager un petit peu... des choses plus sur LinkedIn que sur Twitter. C'est un réseau social hyper puissant, en tout cas j'en entends de plus en plus parler depuis 2 ans. En fait, c'est ce que je disais en introduction, je disais que la force de LinkedIn, c'est qu'il est un peu indispensable. Twitter, tu peux t'en passer, fondamentalement. Alors bon, des fois il y a un peu un côté addictif, mais globalement tu peux te passer de Twitter. Facebook, ok, tu discutes un peu avec la famille pour certains et tout, mais globalement, tu peux t'en passer. Snapchat, pareil. En fait, si tu y restes, c'est souvent parce que tu as tes amis qui sont dessus ou ta famille. Instagram aussi. Parce que globalement, si par exemple, tu as... Enfin, globalement, c'est plus simple de s'en passer. Mais LinkedIn, tout le monde dans sa vie va être un peu à la recherche d'un emploi à un moment ou à un autre. En fait, c'est un peu un passage obligé pour avoir une présence professionnelle en ligne. Complètement. Un peu comme si vous créez des vidéos, vous êtes obligé de passer par YouTube. Il y a un peu ce feeling-là. Et donc, ça ne m'étonne pas que LinkedIn ait beaucoup d'utilisateurs. Par contre, c'est intéressant, vous voyez, dans l'article, ils disent plus d'utilisateurs, plus d'engagement, mais ils ne donnent pas beaucoup plus de chiffres. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un côté très one-shot. C'est-à-dire, les gens viennent sur LinkedIn et quand ils ont trouvé un taf, en général, ils réduisent beaucoup l'activité sur LinkedIn. Je pense qu'il y a aussi un gros truc comme ça. Mais il n'empêche que la personne s'est inscrite et la personne pourrait y revenir après. Pour faire du ciblage, c'est bien en fonction de l'adresse, du métier, du nombre d'années, on peut deviner une partie des revenus. Ça dépend de quel type de métier aussi, mais globalement d'accord avec toi. Instagram, il y a des entreprises qui dépendent à 80% de la plateforme. Ah non, mais les entreprises pour communiquer sur leurs produits, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais dans ce cas-là, c'est indispensable. Là, je parle en tant que particulier.
Je fais des vues incroyables sur LinkedIn alors que j'ai pas beaucoup de contacts. C'est des vues ou des impressions, FRJS? C'est pas pareil. J'utilise pas LinkedIn, je suis pas fan du site. Peut-être je suis trop vieux. C'est pas une question d'âge, Zenirax. J'utilise pas en dehors des périodes de recherche d'employeurs. Ça, c'est l'utilisation la plus classique, je pense. Et c'est pas pour rien que LinkedIn, quand tu arrives sur LinkedIn, c'est vraiment le côté réseau social qui est mis en avant. Ils veulent que vous consultiez un peu à la Facebook. Je me souviens d'une discussion avec un recruteur qui avait dit si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous n'existez pas. Ah non, mais je suis à peu près d'accord. Hein. T'en parleras peut-être un matin, mais en plus sur Twitter, ça y est, je trouve que mes tweets sont beaucoup moins vus depuis le déploiement de Blue. Eh ben, ça m'étonne pas, tiens, Flonflon, parce que j'ai jamais aimé tes tweets. Non, parce qu'effectivement, ils ont. C'est vrai que Twitter. Merci Fougère40 pour les 29 mois, merci beaucoup. Non, c'est vrai que Twitter, là, depuis le changement d'algorithme, bah, on va en parler un petit peu plus tard, donc peut-être on garde ça pour après. Quoique ça pourrait presque faire la transition, et on parlera d'Oppo juste après. Mais effectivement, en fait, depuis que Twitter a un peu changé ses algorithmes et tout, genre, je sais pas si vous y allez, moi j'y vais de moins en moins, mais le moment où j'y vais, il y a vraiment le pour vous et le truc des abonnements. Et en fait, presque, je me rends compte qu'avec les évolutions, je reviens beaucoup aux abonnements parce que je trouve que la catégorie pour vous, il y a vraiment un tri algorithmique qui est très, très, très fort. Et en fait, si votre tweet, un peu comme une vidéo YouTube, si votre tweet, il décolle pas dès le début, il n'est pas du tout suggéré. Et en gros, les vues baissent drastiquement. Et en gros, la portée de votre publication, elle baisse drastiquement. Alors, pour la plupart des gens qui sont dans le chat, ça va pas forcément vous parler parce que voilà, c'est quand même un peu cantonné à des métiers de créateurs de contenu. Mais c'est intéressant, je pense, pour vous quand même d'avoir un peu l'envers du décor. Et c'est vrai que ces changements d'algorithme, pour moi, c'est un peu ce qui se passe avec YouTube aussi, quoi. C'est que effectivement, les contenus, s'ils n'ont pas une attractivité forte dès le début, ils ne sont pas proposés dans la plateforme, ce qui fait monter à chaque fois d'ailleurs des contenus très extrêmes. Ça peut être extrême dans tous les sens du terme hein, sur Twitter. Mais on va dire que tous les trucs qui vont faire polémique, en général, effectivement, à chaque fois que je vais dans la catégorie pour vous, donc le trait algorithmique, bah, j'ai toujours du contenu, j'ai souvent du contenu un peu difficile, quoi. Ou très polémique, ou très politique, ou etc., etc. T'as des bons chiffres d'interaction. Ok, Fairjess, cool. Oui, on a parlé des rumeurs, Tiphonix. On en a parlé. La rumeur, c'est que l'iPhone 15 Pro Max sera le seul à avoir le périscope. Voilà. Justement, faisons la transition. Profitons-en. Faisons la transition sur... Alors, l'article d'avant, excusez-moi, c'était ZDNet. On fait la transition directement. On reste dans les réseaux sociaux avec un article de Le Monde. Twitter, Elon Musk annonce la suppression des comptes inactifs depuis plusieurs années. Pour reconquérir les annonceurs, le dirigeant du réseau social compte rendre l'utilisation plus intéressante qu'actuellement et maximiser le temps passé sur Twitter. L'article est intéressant pour une façon dont Elon Musk communique. Alors vous connaissez Elon Musk, hein. Vous savez que j'ai une profonde antipathie pour cette personne. Bref, mais il n'empêche que il y a une façon dont il communique que je trouve assez intéressante. Vous allez voir. Elon Musk a déclaré lundi 8 mai que les comptes inactifs depuis plusieurs années seront retirés de Twitter, sa dernière annonce en date visant à dynamiser la plateforme. Nous éliminons les comptes qui n'ont pas du tout été actifs depuis des années, donc vous allez probablement voir votre nombre d'abonnés chuter, a averti le patron du réseau social dans un tweet. Alors ça, encore une fois, pourquoi pas? Ça permettra d'avoir des chiffres un peu plus tangibles, de vrais utilisateurs et utilisatrice de Twitter. Depuis qu'il a racheté la plateforme, il a bouleversé son fonctionnement à coup de licenciements massifs, provocations diverses et changements chaotiques. Voilà, ça fait partie des choses qui font que j'ai vraiment beaucoup de mal avec Elon Musk. De nombreux annonceurs ont déserté le site ainsi que l'application et la nouvelle formule d'abonnement payant Twitter Blue pour être certifié et bénéficier de privilèges semble de très loin compenser les pertes de revenus d'après de nombreuses analyses. Oui, elle ne compense pas les pertes de revenus. L'abonnement ne fonctionne pas vraiment. Mais le patron de Tesla et de SpaceX continue sur sa lancée, encouragé par les retours de ses nombreux fans. Nous travaillons dur pour rendre votre fil aussi intéressant que possible. Comment est-ce aujourd'hui comparé il y a 6 mois? En fait, il a lancé un sondage et 46% des 1,5 million de votants ont répondu mieux et 38% pire.
Petit rappel que ce sondage n'a aucune valeur scientifique, dans le sens où un vrai sondage, comme des sondages IFOP par exemple, sont faits sur des panels représentatifs, d'en général 1000 personnes, avec des catégories socioprofessionnelles différentes, histoire d'avoir quelque chose de scientifiquement viable. Là, 46% de gens qui ont répondu que c'était mieux, c'est aussi pour potentiellement des fans de Musk qui ont fait un vote pour le soutenir. Donc ça n'a aucune valeur scientifique. Voilà. Et alors, on arrive à ce que je trouve intéressant à un peu décrypter. Elon Musk a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois cet objectif sibyllin. Donc écoutez bien, maximiser le temps d'utilisation sans regret. Et c'est intéressant qu'il communique là-dessus. Je trouve ça très malin, très très malin, d'utiliser vraiment ce terme de sans regret. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, les gens passent du temps dessus, mais souvent regrettent le temps passé dessus. C'était un peu par exemple le discours qu'avait Léo Duff sur la vidéo sur TikTok. C'est beaucoup de vidéos aussi qui parlent du fait que les réseaux sociaux captent notre attention et qu'on passe du temps qu'on regrette derrière. On regrette d'avoir passé autant de temps, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc c'est pas bête du tout de la part de Musk de communiquer de la sorte. Quand les marques choisissent ou faire de la publicité, elles prennent en compte différentes mesures, dont le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien, le temps passé en moyenne sur la plateforme ou encore l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions avec les contenus. Oui, l'engagement, c'est ce qui est le plus... c'est ce qui fait partie des choses les plus fortes. Quand il y a un engagement, quand quelqu'un like quelque chose, c'est qu'il a fait une action, donc ça va au-delà de juste consulter. Le temps passé sans regret, ce n'est pas comme le nombre total d'utilisateurs ou autre, c'est juste le nombre total de minutes d'utilisation sans regret. Donc il réitère. Hein. Il réitère. Il a détaillé ça lors d'une conférence pour les professionnels de la publicité à Miami. C'est là où c'est intéressant de préciser qu'effectivement, c'est un discours qui a été un peu adapté pour rassurer les annonceurs, les marques. Elon Musk n'a pas indiqué comment mesurer concrètement ce paramètre, dont le nom laisse à penser que son appréciation est subjective. Selon le cabinet d'études Insider Intelligence, les recettes de Twitter chuteront de 28% cette année, car les annonceurs ne font pas confiance à Musk. Dans une interview à la BBC, Elon Musk a assuré au contraire que l'entreprise voyait les annonceurs revenir et se trouver à peu près au seuil de rentabilité. Bon, après ça, il peut totalement bullshit. Hein. S'il ne sort pas de chiffres, ça n'a pas de valeur. Voilà. Si seulement Musk n'avait pas acheté Twitter, oui, ou si seulement l'ancien patron Jack Dorsey n'avait pas lâché aussi son bébé, même si je ne lui jette pas la pierre. Je pense qu'on est à des niveaux de direction, d'influence, de pression que je ne peux même pas imaginer. Je n'aime pas spécialement Musk, mais l'algorithme me force à voir tous ses tweets dans la catégorie pour vous. Ouais, non, mais il force. Après, honnêtement, j'ai pas vu de changement notable dans mon Twitter. J'ai juste les onglets abonnements et pour vous qui sont apparus. J'ai même l'impression d'avoir moins de pubs, c'est plus agréable. Alors, si t'as moins de pubs, c'est parce qu'il y a moins d'annonceurs. Mais l'onglet pour vous, moi, je le trouve vraiment terrible. Hein. Il y a vraiment des tweets que je vois popper de gens que je connais pas. Beaucoup. Et un de mes potes aussi récemment m'en parlait. Il disait Twitter, c'est vraiment... Là, j'ai des tweets de gens que je ne connais pas du tout. Pas du tout. Très étrange de la part de Musk de faire diminuer ses chiffres. J'ai presque coché... non, c'est pas très étrange. Je pense que c'est très dans la philosophie de Musk. Hein. La philosophie d'avoir de la vérité à tout prix, machin. Bon, même si tu te rends compte qu'en réalité, c'est un peu sa vérité à tout prix. Hein. C'est pas... Bref. Mais c'est pas très déconnant que Musk... Il avait déjà râlé sur les bots hein, et sur les comptes un peu factices. Donc, moi, je trouve ça pas très étonnant. Le seul truc, c'est que ça peut arriver d'avoir une personne qui n'est pas allée sur Twitter depuis des années, qui n'a pas du tout... et qui se voit... son compte est supprimé. Ça, c'est plus compliqué pour le coup. J'ai presque coché toutes mes cases bingo Nowtech. Ah, nice, vas-y, il faut que tu nous l'envoies, Purple Tea. Je suis très curieux de savoir ce que c'est le bingo Nowtech. Perso, j'ai plus que des pubs type téléachat Wish. Je me fais l'avocat du diable, mais t'as bien raison. Mais est-ce que ce n'est pas positif de voir du contenu auquel on n'est pas habitué pour briser les bulles de filtre? Ah non, mais il y a une part de je sais pas... En fait, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est 1000 fois plus pertinent de faire comme ça. Et je pense que les gens seront peut-être plus contents. En tout cas, ils resteront plus sur la plateforme. C'est un peu le fonctionnement de TikTok aussi. Hein. Tu as très souvent du contenu de gens que tu ne suis pas.
Maintenant, quel contenu? Et c'est là où Twitter, je trouve ça étouffant. C'est que le contenu. C'est là où TikTok. En fait, c'est là où TikTok est plus malin, je trouve. C'est que TikTok. Après, c'est peut-être ma bulle à moi de filtre, mais TikTok propose du contenu que je trouve. Il peut y avoir des petits trucs un peu bizarres et tout, mais globalement, c'est assez bienveillant, Twitter. TikTok, pardon. TikTok. Globalement, c'est assez bienveillant, TikTok. Tandis que Twitter, bah, globalement, c'est assez polémique. Alors, on peut aimer la polémique, hein, je dis pas, voilà. Mais jusqu'à une certaine mesure, parce que quand les gens ils se chient dessus dans les commentaires, au bout d'un moment, c'est quand même fatigant, quoi. Tu enseignes quelle matière? Alors, attendez, en fait, j'ai juste des interventions très ponctuelles dans une école à Paris. Voilà, c'est tout. Je fais des petites interventions, je donne des petites explications de YouTube. Voilà. Donc c'est pas un gros truc, hein. C'est vraiment 2% de mon taf, hein. C'est voilà. Pareil, des tweets de Musk et de ses marques qui s'insinuent régulièrement et des tweets qui n'ont aucun rapport avec des comptes tout thème que je suis. Je vais peut-être pouvoir récupérer le nom d'utilisateur que j'utilise sur tous les autres réseaux sociaux. Non mais attendez, on va faire le truc. Il est 8h35, ça va, on a le temps. Si je prends mon Twitter, je l'ouvre ici. Ah, hop. Je vais dans Pour vous. Je regarde. Je fais le test en direct. Pour l'instant, is OK. Voilà. Tweet d'une personne que je ne connais pas. Et c'est le genre de contenu en fait qui fait que j'en peux plus sur Twitter. Alors attendez, je vais essayer de masquer. Ce genre de tweet. J'ai vécu la pire colocation du siècle, drogue, maltraitance, prostitution, squatter, machin. J'ai pas envie de voir ça, quoi. J'ai pas envie de voir des contenus horribles. Mais après, en disant ça, il y a des gens, ils disent, ça se trouve, ton cerveau a envie de voir des trucs comme... Enfin, vous voyez. Mais non, en fait, ça me... L'enfer, quoi. Et j'ai vraiment, c'était le 6e tweet. N'est-ce pas parce que tu t'es fait un fil TikTok très sain dès que tu es arrivé? Oui, c'est possible. C'est la raison qui fait que je n'ouvre plus Twitter, les third-party apps, pardon, éviter ce truc. Ouais, beaucoup. Mais vous voyez, c'est des trucs, ça, j'ai pas choisi d'avoir ça. Et j'ai pas envie d'avoir ça. Enfin bref. Allez, on va avancer. Il est 8h37. Et nous allons parler d'un truc assez... alors important, après, je sais que la marque n'est pas une marque qui va intéresser énormément de monde, mais en tout cas, dans le monde de la tech, c'est assez gros ce qui est en train de se passer parce que Oppo est une grande marque. Si je dis pas de bêtises, Oppo, derrière Oppo, c'est BBK, c'est ça? Attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oppo, c'est le groupe BBK. Et le groupe BBK, c'est Oppo, OnePlus, Vivo et Realme, c'est ça. Voilà, pour pas vous dire de bêtises. Donc, et Oppo est une grande marque hein, maintenant en France. Hein. C'est pas Joe le rigolo, c'est vraiment... Alors, Realme est plus petit, Vivo, on commence à pas mal connaître, OnePlus, on connaît bien, même si c'est quand même moins intéressant aujourd'hui OnePlus qu'à une époque. Mais globalement, on parle voilà, enfin, c'est le groupe BBK, c'est un gros truc, quoi. Eh bien, et en plus des Oppo, du haut de gamme Oppo, il y en a en France, on en a déjà parlé sur Naotech et tout, donc c'est... Voilà. Oppo, c'est OnePlus, ouais, c'est le même groupe qui est au-dessus. Voilà. J'ai jamais vu personne avec un Oppo. Oui, moi non plus, dans la rue, j'ai jamais vu beaucoup de gens avec des Oppo, mais il n'empêche que c'est une marque qui avait une présence en France. Eh bien, Oppo quitterait la France. Donc on va lire cet article de nos copains de chez Frandroid. Fin mars, la rumeur éclate, Oppo et OnePlus, et parce que c'est pas que Oppo, OnePlus aussi, partiraient de France en 2023. Alors c'est vrai que l'article se focalise sur Oppo, mais c'est vrai que là on parlerait de Oppo et de OnePlus. Donc notez bien. Voilà. Nous avons rencontré des personnes ayant travaillé pour Oppo en magasin qui nous confirment que la situation va mal. Alors la diff, c'est qu'en fait Oppo est très vendu dans le retail, est très vendu dans les magasins, les enseignes classiques, là où OnePlus avait une présence uniquement en ligne. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un peu c'est pour ça que l'article se concentre sur Oppo, parce que les rumeurs viennent de vendeurs. Mais vous allez voir. Comment va vraiment Oppo? Alors qu'une rumeur a éclaté à la toute fin du mois de mars, laissant entendre qu'Oppo et sa filiale OnePlus s'apprêtaient à quitter le territoire français, les deux marques ont nié en bloc ces allégations.
des dénégations qui allaient à l'encontre des rumeurs et des bruits de couloir qui remontaient aux oreilles de la rédaction de Frandroid. Nous avons donc enquêté. S'il est pour l'heure impossible de trancher avec une certitude absolue sur l'arrêt des activités d'Oppo et de OnePlus en France, les informations que nous avons récoltées confirment que l'heure est définitivement au serrage de ceinture, c'est presque un euphémisme, je trouve, Frandroid, chez le vendeur de smartphones, vous allez voir dans l'article. Une chose est certaine, depuis le mois de janvier, sur le terrain, l'avenir d'Oppo en France semble de plus en plus s'obscurcir. Explication. Pour vérifier l'état de santé du numéro 4 mondial en France, quand même, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé pour faire briller Oppo dans l'Hexagone, les animateurs commerciaux. Leur rôle, pousser les magasins à vendre. Et il s'avère, je vous saute un peu l'explication, parce que pas forcément pertinente, et il s'avère que selon nos informations, l'animation commerciale d'Oppo a tout bonnement cessé depuis quelques semaines. Dans plusieurs enseignes parisiennes, nous avons même constaté l'absence de mise en avant forte des smartphones Oppo. Dans un darty d'Île-de-France, un vendeur nous a confié que l'enseigne cherchait surtout à écouler les stocks et qu'il ne prévoyait pas d'accueillir des nouveautés. Plus aucune mise en avant de prévue. La grande majorité de la force de vente d'Oppo travaillait pour un sous-traitant intitulé Atmosphère. Cette entreprise, spécialisée dans le secteur, a mis en chômage partiel tous les collaborateurs externes travaillant pour Oppo, notamment les responsables régions, les ambassadeurs, les coachs, les formateurs nationaux et les chefs de secteur. Pourquoi un tel revirement d'Oppo? Selon les divers témoins interrogés, Oppo réannonçait à son sous-traitant le 16 mars 2023 l'arrêt futur de ses opérations. Ça, en plus, c'est un peu terrible. Et le non-paiement des factures en attente. Cela représenterait 2,74 millions d'euros de pertes pour Atmosphère. Vous vous rendez compte, vous prendre un client qui ne vous paye pas 2,74 millions d'euros, c'est gigantesque. Soit une part non négligeable de son chiffre d'affaires entre un tiers et la moitié. Énorme. Avant publication de cet article, nous avons envoyé une liste de questions à Oppo, le fameux droit de réponse. La firme nous a répondu par l'intermédiaire de son service de presse. Elle indique d'abord ne pas souhaiter communiquer sur le nombre d'animateurs commerciaux encore en activité en France. Oppo nous confirme ensuite que l'entreprise sera encore présente en France en juillet 2023, soit après la date du 30 juin évoquée par nos témoins. Reste à savoir sous quelle forme. De ce que nous comprenons dans nos échanges avec la marque, le procès intenté par Nokia pour des questions de brevets, ça je crois qu'on en a parlé dans le mug, jouera un rôle décisif dans l'avenir du groupe en France. Nous ignorons quelle est la date du délibéré et Oppo nous assure ne pas être habilité à donner plus de détails sur le calendrier. Ça pue quand même un peu. L'entreprise veut aussi rassurer les acheteurs potentiels et utilisateurs actuels. Elle déclare, je cite, « Notre priorité absolue est de continuer à fournir un excellent service à nos utilisateurs existants. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder aux services après-vente, recevoir les mises à jour, etc. Rien ne change pour les utilisateurs finaux. » Et ils ont contacté Atmosphère, pas de réponse de leur part. Voilà pour Oppo. Oppo et OnePlus qu'on ne verrait probablement plus en France. Voilà. J'ai le X5 Pro, c'est un super téléphone. Non, mais les téléphones Oppo étaient très bien. Oppo, c'est pas en Amérique par exemple, c'est la filiale OnePlus qui s'en occupe. Tout à fait. Oppo est partenaire premium de Roland Garros. Bah oui, on en sait quelque chose, pour le coup. On en sait quelque chose, on a bossé avec eux dans le cadre de Roland Garros. Donc ouais, on sait. Effectivement. C'est un joli partenariat d'ailleurs. Ça a dû leur coûter bonbon, mais c'est un joli partenariat. Un autre géant chinois des téléphones va lui arriver en force. Va le remplacer, tu veux dire? Je ne jure que par les OnePlus. C'est des bons téléphones. Un peu moins intéressants depuis quelques années, mais c'est des très bons téléphones. De toute façon, ils font ce qu'on demande à un smartphone aujourd'hui quand même. J'ai un Oppo fourni par mon travail, il fonctionne très mal. T'as quel Oppo? Parce que si t'as de l'entrée de gamme Oppo, bon, oui, forcément. Oppo est connu par un retraité qui n'est pas technophile, cela m'avait surpris. Mais c'est une marque connue. Alors oui, si vous allez demander dans la rue un peu de façon aléatoire, il y a des grandes chances que les gens ne connaissent pas, mais c'est une marque connue. Quand même. Il y avait une opposition de cette marque en France. Terrible. Terrible. Huawei a pris beaucoup de part. Mais Huawei, ils sont finito en France aussi. Oui, là pour le coup, nous aussi, on a des rumeurs. Vu qu'on quand même on discute avec des gens du milieu, Huawei c'est très compliqué aussi. Huawei ne va pas du tout bien en France depuis le verrou des États-Unis, quoi. Lors d'un déplacement en Chine, j'avais été étonné de la présence d'Oppo. Numéro 4 mondial. Majoritairement en Chine, mais numéro 4 mondial, Oppo. Mais
Clairement, voilà, vu ce qui se passe, si vous hésitiez à acheter un Oppo, je vous déconseille de continuer, ou un OnePlus aussi, par rapport au service après-vente. Je vous déconseille l'achat de ces téléphones pour le moment. Voilà. C'est marrant, toutes les marques de smartphones chinois disparaissent au bout de quelques années. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un pattern de contexte un peu géopolitique, mais tu peux pas dire que toutes les marques chinoises disparaissent. Tu as encore une pléthorée de marques qui sont encore bien présentes en France. Notamment Realme qui est là, Vivo qui est là, c'est toujours le groupe BBK. Tu as Xiaomi, surtout, et toutes les sous-marques de Xiaomi. Donc non, clairement, non, il y a du monde. Hein. Xiaomi, quand même, c'est pas mal hein, en France. Hein. Xiaomi va pouvoir augmenter ses prix. Bon, ils sont déjà bien chers, hein, les Xiaomi haut de gamme. Hein. Après, c'est des bons tels, hein, mais ils sont déjà bien chers. Nokia aussi, il me semble que maintenant, c'est un peu chinois derrière, non? Attendez. Nokia, Wikipédia. Je crois que c'est chinois. Motorola, c'est quoi maintenant? Parce que ça a beaucoup changé. Ça avait été racheté par Google, mais ça avait été revendu. Motorola, Wikipédia. Alors, Wikipédia, Nokia. Alors, aujourd'hui, c'est actionnaire, blablabla, capitalisation, fondateur. Ah, branche vendue ensuite à Foxconn et HMD Global en 2016. HMD, c'est quoi? C'est chinois? Finlandaise. Ah oui, ok. Ok. Donc, c'est ça. En fait, il y a Foxconn qui, j'imagine, produit. Je ne pensais pas que Foxconn avait des parts, justement, dans Nokia. Donc, ça doit être ça. C'est qu'en fait, Foxconn produit et HMD Global, qui est finlandais, lui fait la promotion en Europe. Ouais, ça doit être ça. Très certainement. Société mère Smart Connect. Ok. Et Motorola. Motorola, aujourd'hui, c'est... Non, c'est toujours américain, Motorola. C'est toujours américain. Ok. Nokia n'est pas Nokia téléphone. Non, là, je parle de c'est bien Nokia téléphone, hein, si je dis pas de bêtises. Nokia, c'est Lenovo. Oh, alors, attendez. C'est compliqué. Là, on va vérifier, pour pas dire de bêtises. Oui, on en a parlé de l'iPhone 15. La rumeur, je vous la fais rapidement. L'iPhone 15, le téléobjectif périscope x6 sera uniquement sur le 15 Pro Max. Voilà. Wikipédia, Lenovo, Nokia. Je suis pas sûr hein, que Lenovo... Il y a un truc de licence croisée ou quoi, mais j'ai pas l'impression que... Filiale. Putain, Ok. Nokia Corporation possède Alcatel. Ok. Eh bien, on en apprend. Hein. On en apprend des choses. Motorola. Lenovo qui a racheté Motorola à Google en 2014. Attendez. J'ai vraiment... Attendez, j'arrive pas à trouver l'info. Motorola, blablabla. Elle est scindée en deux entités, Motorola Solutions et Motorola Mobility. Motorola Mobility est racheté par Google, puis qui revient à Lenovo. C'est ça, ok. C'est bien Motorola Mobility qui fait les smartphones, qui a été bien racheté par Lenovo. Mais Motorola Solutions est toujours américaine. C'est bon, j'ai ma réponse. Très bien. J'ai ma réponse. C'est ça. Donc il y a deux Motorola. Et le Motorola téléphone, c'est bien Lenovo. Et Lenovo, c'est chinois. Hein. Ouais, Pékin en Chine. Tout à fait. Voilà. Tout est fabriqué en Chine, il y a intérêt à se fâcher avec eux. De quoi? Alors qu'Alcatel était en mesure de racheter Nokia il y a quelques années. Vive la défense de l'industrie française. Ouais, Alcatel-Lucent, c'était... Voilà, on va pas partir dans un débat de réindustrialisation maintenant, mais il y a du challenge, on dira. Allez, on passe à l'article suivant, il est 8h49. On va terminer avec cet article. Riot Games, qui est donc la société qui développe League of Legends, quand même, un des jeux les plus...
Je sais pas s'il est dans le top. Est-ce que c'est le premier jeu, deuxième jeu? Je sais pas. Je sais pas du tout à quel point League of Legends est encore un mastodonte aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'est un jeu énorme. Tout le monde connaît League of Legends. Riot Games qui verse des compensations à ses employés victimes de sexisme. Article de Numérama. L'éditeur de League of Legends et Valorant aussi, Valorant qui est très présent sur la scène e-sport, qui avait été attaqué par des employés, va leur verser des compensations. Les faits de discrimination sexiste et de harcèlement au sein de Riot Games avaient été dénoncés dès 2018. Ça a été effectivement le grand, la grande révélation de plein d'entreprises, de sociétés du jeu vidéo qui avaient des comportements absolument exécrables et illégaux envers les femmes. Que ça soit Blizzard, que ça soit Ubisoft. Putain, Ubisoft, c'est violent, Ubisoft, ce qui s'est passé. Il y a eu un grand... il y a eu du ménage. Je pense que c'est pas encore parfait, mais il y a eu du ménage. Des millions de dollars de dommages et intérêts. C'est ce que Riot Games s'apprête à payer à plus de 1500 femmes. Le développeur qui a été attaqué par un groupe d'employés actuels et anciennes pour des faits de discrimination sexiste et de harcèlement a finalement choisi de passer un accord avec les victimes. Le settlement, donc l'accord j'imagine, la décision finale de 100 millions de dollars a été passée en juillet 2022. C'est désormais à Riot de mettre la main au portefeuille. Et d'après Axios, le 8 mai 2023, l'entreprise vient de commencer à verser les paiements. L'accord passé avec les victimes prévoit un versement de plusieurs milliers de dollars par personne, une victoire importante pour les victimes, bien sûr, et plus globalement pour tous les travailleurs du secteur des jeux vidéo. L'accord conclu entre les parties prévoit que Riot doit verser un paiement initial compris entre 2500 et 5000 dollars aux femmes employées par la compagnie entre novembre 2014 et décembre 2021. L'accord prévoit des paiements additionnels jusqu'à 40 000 dollars en fonction du statut des salariés. Quand même. Le paiement arrive des années après le début des procédures judiciaires. La plainte avait été déposée en 2018 par une employée et une ancienne salariée de Riot Games qui dénonçaient toutes les deux des faits de discrimination sexiste, du harcèlement sexuel et des inégalités salariales au sein de l'entreprise. La plainte avait été déposée depuis quelques mois après une longue enquête de Kotaku dans laquelle le média révélait l'étendue de la culture du sexisme dans les studios. Je précise dans le chat au cas où, s'il y a des gens qui veulent faire certains commentaires, croyez les femmes qui se plaignent. Au bout d'un moment, déjà quand une femme se plaint, il faut l'écouter, mais quand il y a 1500 femmes dans l'histoire, je pense que... Voilà, je fais un petit message de prévention, parce qu'il y a toujours des gens qui disent des trucs du genre « Oui, mais peut-être qu'elles exagèrent, peut-être... » Non, voilà, bref. Le journal dévoilait ainsi que les méthodes de recrutement de l'entreprise favorisaient davantage les hommes que les femmes et qu'ils étaient plus écoutés lors de meetings et de réunions de groupe. En plus des discriminations, les témoins de l'enquête dénonçaient surtout des faits de harcèlement sexuel et des comportements très déplacés. Écoutez bien ça, il était notamment question d'une chaîne de mails dans laquelle des hommes auraient débattu de comment une de leurs collègues pourrait être pénétrée. Voilà, super. Après le dépôt de plainte en 2018, l'entreprise et les plaignantes avaient trouvé un premier accord en 2019 d'une hauteur de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Cependant, l'État de Californie, où se déroulait le procès, s'était opposé à l'accord, l'estimant trop bas. Le nouvel arrangement, montant cette fois à 100 millions de dollars, a été trouvé en juillet 2022, mais nécessitait l'accord des juges. C'est maintenant chose faite. Et c'est très bien ce qui est en train de se passer. 2500 dollars, c'est peu pour ça. Ah non, mais par contre, voilà, encore une fois, il faut bien rappeler que c'est une victoire, ça, c'est important. Mais ça ne rattrape pas la souffrance. L'argent ne rattrape jamais la souffrance endurée, bien sûr. Ça serait intéressant de savoir combien de personnes travaillent encore chez Riot. Énormément de gens qui bossent encore chez Riot Games. Voyons voir. Merde, ça a mis le mauvais truc. Riot Games, Wikipédia. Alors, Wikipédia, Riot Games. Combien d'employés? Effectif 4000 en 2022. 4000 personnes bossent chez Riot Games. C'est beaucoup. C'est une grosse entreprise. Je trouve que même ici sur Twitch, les chaînes sont très communautaires. C'est... De quoi? C'est soit tout homme, soit tout femme. Bon, je trouve pas, moi. Je trouve qu'il y a de tout. Après, il y a malheureusement ça partout. Cette entreprise n'est sûrement pas un cas isolé. Ah oui, non, mais ça a été un gros problème. Bah, il est quoi? Il est 8h54, on a un tout petit peu de temps. Moi, je trouve que le plus terrible, alors ce qui s'est passé à Riot Games est absolument terrible, et ce qui s'est passé également chez Ubisoft, c'est assez crade. Hein. Merci Guibo
Merci Fougère aussi, je sais pas si je t'ai remercié. Merci beaucoup pour les subs. Merci énormément. Et si vous regardez un petit peu... où est-ce que ça va être? Controverse, voilà. C'est vrai que le truc a changé. Enquête sur des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Et c'est surtout... Alors c'est vrai qu'Ubisoft c'est en 2020, c'est pas 2018. Mais il y a une enquête de Libération qui a révélé des faits de harcèlement et d'agression sexuelle connus et couverts par le service des ressources humaines. C'est ça qui est absolument terrible. Et c'était surtout les... voilà, c'était Serge Ascoé qui était mis en cause, hein, qui était le directeur de la création quand même, et qui faisait des trucs absolument ignobles. Hein. Voilà, des choses absolument ignobles. Voilà, je vous laisse lire un petit peu plus l'article de... Enfin, le post... Pas le post. L'article de Wikipédia, qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé, hein, mais effectivement... Voilà, notamment, donc petite prévention pour celles et ceux qui auraient un petit peu de mal avec ces sujets-là. Hein. Je préfère faire un petit warning, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Par exemple, un directeur de la création, un autre chez Ubisoft, a été licencié. Il est accusé par une salariée d'avoir menti au sujet de sa situation maritale et d'avoir abusé de sa position hiérarchique afin d'obtenir des relations extra-conjugales. Voilà, bref. Et il y a plein de choses. Enfin, il y a vraiment plein de choses. L'article de Libé était très bien là-dessus. Voilà. Il y a énormément d'informations si vous voulez savoir un petit peu plus. Et pareil, Blizzard Entertainment aussi avait eu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de casseroles aux fesses, quoi. Ouais, tu sais, ton argument LSG Snake, on l'entend parfois, l'argument de dire c'est l'humain, à partir du moment où ils ont du pouvoir, ils en abusent. En fait, le truc, c'est quand tu commences à dire, mais je comprends pourquoi tu dis ça, et il y a une part de vérité, les gens, quand ils ont du pouvoir, ils peuvent avoir tendance à en abuser, mais faut pas présenter ça comme quelque chose qui est absolument inévitable. Salut Clara Lolette, bienvenue à toi. En fait, c'est pas inévitable. Quand tu le présentes dans le sens c'est le genre humain qui est comme ça et tout, en fait, c'est le genre d'argumentation qu'on avait tu vois, quand on torturait des gens ou quand on faisait la guerre ou des choses comme ça. C'est le genre humain de se battre. Les garçons, ils se battent. C'est les femmes, elles font la cuisine. Tu vois, avec ces arguments-là, tu vas... En fait, ça va garder une espèce de statu quo. Non, mais je comprends LSG Snake, c'est pour ça que je te rentre pas dedans. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vas rentrer dans des espèces de trucs du genre, c'est un peu comme ça, et il y aura... Tu vois. Et je trouve que c'est important de dire, bah en fait, non, tu peux créer des environnements où c'est pas parce qu'il y a du pouvoir, mais ça demande du boulot, hein, c'est pas parce qu'il y a du pouvoir que les hommes et les femmes peuvent en abuser. C'est ça, en fait, le problème des cultures dans le monde du jeu vidéo, c'est que c'est des cultures qui étaient très masculines. Et nous, on vous en parle régulièrement sur le mug, parce que même nous, à notre échelle, que ça soit Jérôme, mais bon, je vais plutôt parler de moi, mais c'est vrai qu'à notre échelle, en fait, on a grandi dans une culture. Je trouve que l'exemple de Star Wars et de Han Solo qui force le bisou à Leia, bisou non consenti, ça se voit dans Star Wars. Mais derrière Han Solo, qui est présenté comme le mec qui a une rédemption, donc le mec torturé, mais qui s'en remet, qui finalement elle tombe amoureuse du mec qui l'embrasse de... Enfin, vous voyez, il y a tout un truc de culture de... ouais, on peut forcer un bisou parce que derrière, les femmes seront OK. Enfin, vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais... moi, je trouve qu'il y a plein d'autres exemples dans le jeu vidéo. Pour le coup... Enfin, ouais, non, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Donc c'est important, je trouve, d'un peu réfléchir à tout ça, parce que c'est ce genre de choses qui font des boys clubs, justement, dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que, vous savez, quand on a le débat de la parité, plus de femmes dans l'informatique et tout, c'est une des raisons principales, c'est que ça permet d'assainir les relations, d'avoir la parité. Ça permet d'éviter justement les côtés boys club, ça permet de casser un peu ouais, certaines choses. C'est bien, je pense. Un autre petit scud au passage pour Star Wars. Oui, mais là, pour le coup, je suis pas le seul à le faire. L'histoire montre malgré tout que
sommeil en tout être humain de la noirceur et le pouvoir décuple cela. Ouais, preuve. En soi, quand tu mets des êtres humains dans un contexte positif, c'est marrant, mais en général, il n'y a personne qui se tape sur l'autre aussi. Tu vois, enfin. Hmm. Déjà, lorsqu'il était animateur chez Game One et qu'il jouait à Chabit avec le caméraman, c'était... Ah bon? Putain, waouh. C'est que le milieu est assez petit, Ubisoft, Riot, donc si ce genre de problème n'est pas sanctionné par de lourdes amendes, difficile pour les femmes harcelées de bosser. Le milieu est pas petit, le milieu était surtout très masculin. Mais la tech et le jeu vidéo restent quand même des milieux bien cancer en tant que femme. Ah, mais énormément. Énormément. C'est... Ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Dans la mode, il y a les problèmes... Enfin, non, mais après, il y a plein d'endroits où il y a des choses à critiquer. Dans le monde de la mode, par exemple, clairement, moi, j'ai une pote qui est mannequin et qui me racontait qu'effectivement, oui, enfin, voilà, dans d'autres milieux, les femmes peuvent être très dures entre elles aussi. Dans la mode, elle disait que quand tu grattes un peu le vernis on fait de l'inclusivité sur tous les corps féminins, en réalité, beaucoup d'agences de mode et de mannequinat veulent des corps extrêmement maigres. Donc tous les milieux, effectivement, il y a des choses à... J'aimerais bien qu'un jour ça pète un peu dans la mode aussi, tout ça. Parce qu'elle m'a raconté des trucs, c'est pas joli. Hein. Il y aura sûrement un jour un balance ta mode, enfin je sais pas comment on peut le dire. Mais non, mais dans tous les milieux, il y a des choses où c'est crado. Mais en tout cas, je trouve là, restons concentrés justement sur ce qui s'est passé chez Riot Games et tout ça. Hein. C'est très bien, pour ceux qui viennent d'arriver au cas où, c'est très bien qu'effectivement ce procès soit allé à son bout et que les victimes ont eu une compensation. Ça ne rattrape pas la souffrance endurée, mais c'est une victoire. Et mentalement, c'est super important pour les victimes de pouvoir aussi... D'une certaine façon, ça permet aussi, même si je ne suis pas un expert dans ces domaines-là, donc voilà, mais ça permet pas de passer à autre chose, mais d'essayer de tourner la page. En tout cas, j'espère. Les histoires de youtubeurs, des politiciens, des chefs d'entreprise... Des politiciens... Bref. Allez, je vous propose, il est 9h02. On va pas tarder à terminer l'émission un petit peu plus tôt, et c'est exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on a une journée très chargée. On passe tout de suite au petit camp de fac. On peut continuer de discuter de ce sujet et d'autres sujets, et on se quitte vers 9h10, quelque chose comme ça. Allez. On est sur la fin de l'émission. Si vous avez des questions, eh bien, j'ai peut-être des réponses. C'est le moment de l'émission où vous pouvez poser justement n'importe quelle question. Ça peut être du matos, ça peut être un sujet tech, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, il est déjà 9h. Eh oui, quand on parle de choses intéressantes, mon cher Nali Eric, voilà. Comment avancent les travaux? Joker. Des commentaires sur le physique pour des mannequins, c'est pas forcément sexy. Écoute, Mick McCall, je te garantis que c'est un milieu qui est compliqué. Hein. Clairement, je te garantis que c'est un milieu où il y a une hypocrisie énorme. L'inclusivité, elle est vraiment là pour faire joli. Hein. Le truc que je retiens de cette histoire, c'est que la justice qui oblige Riot à compenser les victimes, à aucun moment Riot a pris cette décision de lui-même, donc c'est vraiment pas ouf. Car si la justice ne le condamne pas, il n'y a rien. Oui, après, ça, Maxo, c'est le fonctionnement de la justice. Moi, ça me choque pas, en fait. Enfin, ça me choque pas. Dans le meilleur des mondes, oui, ça aurait été bien que Riot s'en rende compte et cesse un peu ses comportements, mais ça ne m'étonne pas que ça soit après une décision de justice, qu'il y ait... voilà, ça soit des juges indépendants qui décident de quelle somme verser. Tu vois, si on enlève les juges par rapport à ton commentaire, comment tu décides de la somme? Merci à Wendigo, c'est gentil, merci beaucoup. Zelda Tears of the Kingdom, précommandé, hypé. J'ai pas encore fini Breath of the Wild, je suis quasi à la fin du jeu. Donc je finis Breath of the Wild et je jouerai à Tears of the Kingdom.
Pour l'instant, les travaux avancent au rythme des assurances, très très lentement. Exactement, on adore les assurances, bien sûr, sur Nowtech, évidemment. L'hypocrisie est très humaine, je crois. Dans ma dernière boîte, c'était le sport national, j'ai jamais vu ça. Après, voilà, il faut aussi balayer devant sa porte. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un peu d'hypocrisie sur certaines choses. Enfin, voilà, on est humain, on n'est pas parfait et tout. Mais là, ce que je trouve terrible, c'est que c'est l'hypocrisie sur... c'est vraiment la façade de dire on est inclusif et derrière, c'est pas inclusif du tout et c'est très violent. En fait, c'est des violences faites parce que le fait d'être ultra maigre, c'est une violence sur les corps, quoi. Et moi, j'ai commencé Tears of the Kingdom. Oh oui, mais le jeu est déjà trouvable à fond, hein, bien sûr. Il y a déjà eu tellement de leaks partout. Il sort normalement... Officiellement, il sort dans 3 jours, le prochain Zelda. Mais il y a déjà des gens qui se le sont procurés. J'avoue, la vidéo sur ChatGPT est cool. Mais c'est gentil, parce que nous aussi, on est très contents de la vidéo. Je suis content de ce qu'on a produit. C'est dommage que l'algo YouTube ne l'a pas aimé. Je pense que c'est une vidéo qui intéressait pas beaucoup de monde. Après, je pense que les gens que ça intéressait, ils ont bien aimé. Mais peut-être on est un peu après la bataille. Après, on espère que c'est une vidéo qui va un peu durer dans le temps parce que les usages qu'on donne, si on met de côté le sponsor, c'est des usages qui parlent un peu à tout le monde, quoi. Comment tu perçois le lien entre la tech et l'environnement, le développement et la conso à tout prix au détriment de notre climat qui part en couille? C'est un questionnement qu'on a très régulièrement sur Nowtech, d'où Take Your Time. Je vais pas te dire qu'on est parfait, loin de là. On a une part de responsabilité dans la consommation. Voilà, maintenant on essaye de faire le max tout en parlant des derniers produits. En fait, un peu notre opinion là-dessus, c'est que de toute façon, il y a des produits tech qui sortent et on se dit, on est à minima là pour les tester et vous dire c'est un bon produit ou pas, et surtout vous dire est-ce que vous en avez vraiment besoin, et si au moins de faire un peu évoluer les mentalités là-dessus. Mais après, voilà, je te dirais pas qu'on est parfait, on participe aussi à la consommation. Donc voilà, donc comment on essaye de faire une chaîne YouTube qui marche un peu dans les deux côtés, c'est compliqué. On essaye. Grave cool cette vidéo, ça m'a permis de mieux appréhender l'outil, de m'en servir. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. En vrai, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos commentaires. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a eu pas mal de taf dessus, même surtout le montage de Karina, quoi, qui est vraiment très très clean, quoi. À propos, est-ce qu'on t'a fait des remarques sur ta vidéo à propos du Steam Deck où tu joues à des jeux Switch comme si ça allait de soi? Oui, on a fait des remarques, mais encore une fois, il n'y a pas de... En fait, légalement, on n'a pas de problème dans le sens où... alors, il y a des gens qui considèrent que c'est une ligne grise et tout ça. En réalité, à partir du moment... La loi est totalement claire là-dessus. À partir du moment où tu dumpes tes jeux toi-même, voilà, tu as le droit d'en faire des copies, en fait, des copies privées. D'ailleurs, on paye tous et toutes une taxe sur la copie privée, je vous rappelle. Donc, non, sur ça, il n'y a rien d'illégal du tout dans la vidéo, hein. Après, il n'est pas impossible que Nintendo arrive en bulldozer pour nous faire enlever la vidéo, mais la probabilité est extrêmement faible. Voilà. Mais il n'y a rien d'illégal, hein. Il faudrait pouvoir mesurer le bilan carbone des diverses chaînes YouTube et Twitch. C'est compliqué. Je suis en train d'écrire une vidéo sur est-ce que les mails polluent vraiment. Vidéo intéressante. Parce que je trouve que c'est typiquement le genre de sujet qui est très, très dans l'air du temps. Dans le côté l'écologie, les petits gestes, la pertinence de tout ça, etc. Enfin voilà, la vidéo amènera un petit débat. Je prends 1 ou 2 commentaires et après on va arrêter là. Grave cool cette vidéo, ça m'a permis de mieux appréhender l'outil et de m'en servir pour préparer mon triathlon. Ah ouais, Anok? Alors, je suis curieux de comment tu as préparé ton triathlon avec ChatGPT. Tu as demandé quoi, la préparation physique? Atom s'est fait démolir en vantant l'IA pour les effets spéciaux. Je suis très content que nous, on n'ait pas eu justement, on a eu très peur. C'est pour ça que je fais un gros warning dans la vidéo.
On a eu très peur de se faire poutrer dans les commentaires sur la vidéo sur l'IA. Mais je crois qu'on a bien amené le sujet. Je crois qu'on a amené le sujet en faisant un peu de prévention, en disant que c'était pas parfait. En disant qu'on va faire une vidéo justement sur le débat de l'IA. Je crois qu'on n'a pas été trop mauvais là-dessus et j'imagine que ça s'est ressenti vu qu'on n'a pas eu de drama particulier sur l'IA. On a eu beaucoup de gens qui disent oui, c'est pas bien l'IA, ça dit des bêtises. Voilà, sur ça, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que on n'est qu'à l'année 1 de l'IA. Et je pense que dans 3-4 ans, on sera encore plus bluffé par ce qui se passe. Allez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Donc, dans les petites annonces, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Si, très important. Donc demain, le mug sera fait par Jérôme. Jeudi, ça sera par moi. En sachant que jeudi, grosse annonce, nous aurons le directeur, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, nous aurons le directeur français de Mozilla, donc de Firefox, qui sera avec nous pour une interview. Voilà, directeur Mozilla France, franchement c'est cool, qui sera avec nous pour une interview. On pourra venir discuter de navigateur web, de Firefox, de la vie privée aujourd'hui, un peu d'écologie éventuellement. Enfin, j'ai plein de questions à lui poser, donc on est très 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 content. Ça sera jeudi matin, ça sera moi qui ferai le mug. Vendredi, ça sera Jérôme ou Léo, je crois que c'est Jérôme. Jeudi 18h, jeudi contributeur bien sûr. Et semaine prochaine, très important, notez bien ça, il y aura un mug sur 2. Voilà, parce que Jérôme Jérôme sera en vacances. Et donc en fait, on assure on va dire un service mug. Donc ça sera lundi, mercredi, vendredi. Voilà, pendant 2 semaines, il y aura un mug sur 2. Lundi, mercredi, vendredi. Et les autres jours de la semaine, il y aura pas de mug. Voilà, tout simplement. Vendredi, c'est Marion. Ah oui, vendredi, c'est Marion, c'est ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi le mug. C'était très cool ce matin. On a parlé de plein de trucs. Je mets le générique de fin et je vous envoie chez quelqu'un, peut-être chez Flonflon, mais on essaye un peu de varier aussi. Donc voilà. Des bisous les gens. Ciao. Merci d'avoir suivi le mug.